Alex. Salut. Bienvenue dans cette vidéo du vendredi. On commence, la semaine dernière j'avais dit oui, il n'y a rien dans l'intro, alors que si, il fallait annoncer un focus, voilà. Et bien cette fois je n'oublie pas, à la fin de la vidéo il y a un focus sur Astérix et compagnie de chez Matagot. Merci pour la boîte en avant-première. Voilà, maintenant on peut commencer sur les nouveautés. On va commencer avec Daydream qui était assez attendu en vrai. C'est un jeu de Anthony Perron et Benoît Turpin, illustré par Mémé Candia, ou Mémé Candia. C'est clairement inspiré de l'univers lo-fi, cette musique un peu une sorte de c'est des remixes avec des basses assez puissantes, qui est très usité quand on veut se détendre. Voilà, c'est un jeu de chez Disto Studio, distribué par Néoludis. C'est un jeu de 1 à 5 joueurs pour 15 minutes de partie, 8 ans et plus. C'est un roll and write techniquement, voilà, tout simplement. C'est vraiment très cosy. Ça vous invite à vous poser avec un thé, un café, un matcha, ce que vous voulez, mettre une petite musique et c'est parti les amis. Le but c'est de faire le plus de points de victoire possible. Les points de victoire vont se gagner en entourant les différents objets que vous avez sur les étagères. Chaque objet qui aura été entouré entièrement vous rapporte un point de victoire. Ceux qui n'ont pas été complétés ne rapportent rien du tout, sachant que vous les complétez de gauche à droite sur vos étagères. La partie se termine dès que quelqu'un a entouré tous ces objets ou qu'il a rempli entièrement sa grille. Chacun a un truc comme ça devant lui. On a chacun notre grille et chacun perd son capuchon de stylo. Voilà. Donc comment ça se passe? C'est un roll and write, donc comme je vous disais, un joueur actif lance les dés et ils sont pour tout le monde, donc chacun choisit une des deux valeurs et va la mettre quelque part dans sa grille, sachant que, hop, moi je vais mettre ça comme ça, hop, on relance et les... Ah bah, je suis pas mal, hein, je suis pas mal. Première contrainte, enfin il y en a qu'une en fait finalement, c'est de, quand vous choisissez une valeur, il faut forcément la placer adjacente à une déjà posée. Je peux pas aller mettre mon 3 ici, ok? Je vais mettre mon 2 ici par exemple. Pourquoi? Eh bien parce que les moyens de entourer les petits objets là-haut, c'est de faire des lignes qui soit se suivent de manière croissante ou décroissante, c'est le mieux, c'est le plus optimisé, mais c'est le plus difficile, soit au moins de remplir toute la grille, enfin toute la ligne, ou colonne, ça dépend, de chiffres différents. Si j'arrive à compléter ma ligne comme ceci, je vais entourer le petit point comme ça, parce que j'ai pas réussi à mettre dans l'ordre. Okay. Donc du coup, je vais avoir le droit de relier autant de petits points sur mon objet que de cases qui composent ma ligne. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vais pouvoir entourer, enfin 1, vous voyez, il y a un petit point, 2, 3, 4 et 5. Si j'avais réussi à faire un truc propre, hop, j'aurais pu accéder au soleil et non pas au petit point. Et là, donc, j'aurais entouré mes objets de manière bien plus efficiente parce que j'aurais entouré 1, 2, 3, 4, 5 soleils. Donc, ici, là, enfin, soleil ou fleur. 1, 2, bah là, j'avais déjà entamé un truc à moitié, je suis obligée de le compter. 3, 4, 5. C'est quand même vachement plus efficace et plus rapide. Hein. Mais bah, c'est chaud, c'est chaud. Si par contre j'ai, parce que pas le choix, j'ai pas fait gaffe, 2 fois le même chiffre, au moins 2 fois le même chiffre qui apparaît dans la ligne, je fais rien du tout. Voilà, je n'avance absolument pas sur les objets. Donc vraiment c'est le truc auquel il faut faire gaffe tout le temps, de pas mettre 2 fois le même chiffre. Je peux calculer, voilà, là par exemple, là je me suis... 0 c'est faisable. C'est faisable parce qu'il y a des petits twists, mais voilà. Donc là par exemple j'aurais mis ça, en espérant ici, là je vais faire ça, et puis là j'ai commencé un truc ici, je fais ah puis crotte, j'avais oublié, là il y a un 3, je l'ai pas vu parce que j'étais en train de me concentrer sur celle-là. Comment on peut un peu tricher sur les dés? Eh bien on a des petites feuilles en bas et on peut décider quand on a une feuille d'entourée, donc on commence déjà avec une feuille entourée, on peut en dépenser une en gros pour rajouter ou enlever 1. Donc justement effectivement là sur, imaginons quelqu'un tire un 1, je peux barrer ma petite feuille et dire que c'est un 0. Voilà, c'est comme ça que je peux arriver aussi à 7 ou des choses comme ça. Je peux en utiliser plusieurs d'un coup, c'est-à-dire que je peux faire plus 2 ou moins 2 si je veux, si j'ai assez de feuilles. Comment je fais pour avoir des feuilles? Eh bien si
c'est si je décide de ne pas prendre de dés. Voilà, je viens de tirer que des trucs tout pourris qui vont forcément me gâcher un truc. Je dis non, je prends rien, mais du coup, je m'entoure une feuille qui me servira pour plus tard. Voilà, vous avez le jeu de base. Ah oui, pardon, entourer les objets, ça peut être cool aussi parce que vous voyez, ça vous donne accès à un bonus que vous utilisez tout de suite. Vous décidez soit d'entourer une feuille, soit de relier un soleil sur votre prochain objet. Okay. Maintenant, qu'est-ce qui fait, à mon sens, la grande richesse de ce jeu? Eh bien, ce sont les modules. Les modules, regardez comment c'est bien fait. Hop là, vous avez un paravent et c'est recto verso. Et en fait, en fonction de comment vous le pliez, dépliez, ça vous fait des modules différents. Par exemple, vous avez ici le module, ouais, je vais y arriver, DA. Mais c'est pas la même chose que le module BC. Et vous avez ici, par exemple, le module AD. Voilà, et en fait à chaque module ça va vous rajouter des nouvelles mécaniques. Par exemple ici vous allez avoir les polaroïdes. Les polaroïdes c'est dès que vous mettez un chiffre dans ce truc là avec l'étoile, hop, vous le reportez dans le polaroïde au-dessus. Et après, les polaroïdes, si vous arrivez à faire des suites, ça fait beaucoup de points, des suites croissantes. Si vous faites aussi des points, si vous arrivez à faire des chiffres différents. Voilà, vous avez aussi des notes de musique. Les notes de musique, elles sont, vous voyez, entre plusieurs cases. Et donc, si vous arrivez à faire, en tout cas pour les doubles, comme ça, 3 fois le même chiffre autour, eh ben, vous pouvez les colorier et ça vaut pour des points. Donc là, j'aurai 2 points en fin de partie. Si là, j'avais réussi à mettre pareil 2 et 2 autour de celle-là, je l'aurais colorié, j'aurais 1 point à la fin de la partie. Voilà, vous avez aussi les constellations ici. Vous avez, pareil, quand vous entourez quand vous cochez des étoiles, vous allez pouvoir commencer par ici et hop, les relier au fur et à mesure. Et plus vous aurez relié des étoiles et plus vous aurez 2 points. C'est vraiment des petits exemples de tout ce qui peut être fait dans ce jeu. Et donc évidemment, plus vous aurez ouvert de paravent et plus ce sera difficile. Voilà, celui-là et celui-là, ils sont jugés comme faciles. Voilà, vous avez Daydream, très agréable, bien casse-tête, toujours de quoi râler sur les dés en disant « Ah là là, nous on y a joué à Cannes avec Monsieur Dej Bruno, l'ancien patron du passe-temps. Ah bah c'était drôle parce qu'il râlait bien, et c'est ça qui faisait le jeu. Genre « Ah là là, qui a lancé ces dés? Vraiment c'est tout pourri. Hein. » Voilà. Ensuite, hop, je l'amène. On a ici Symbiose de chez Subverti. Donc ceux qui ont fait... par exemple Dictopia, très connu pour Dictopia oui. Par exemple. Symbiose, c'est un jeu de Jérémy Partinico, Christelle Partinico et Baptiste Pérez. C'est de 2 à 4 joueurs, 15 minutes de partie à partir de 8 ans. C'est clairement un Skyjo un peu pimpé, en gros, dans lequel vous avez rajouté de l'interaction et des manières de scorer. Voilà. Comment ça va se passer? Chacun va avoir une grille devant lui au début, face cachée. C'est sa mare, grenouille. Chacun en a une et au milieu il y a un marché. Si on joue à 2, on est... pardon, vas-y, hop, c'est bon là? Ok. Si on joue à 2, on va interagir avec le marché autrement, mais déjà on va faire notre grille qu'on va retourner au fur et à mesure. Et vous voyez, il y a des manières de scorer. Contrairement à Skyjo où le seul truc c'est il faut pas avoir de points. Là si, il faut avoir des points et vous allez les scorer de manière différente. Là c'est par exemple par rapport aux cartes à couleur fond orange. Ici vous avez des points bruts. Là vous avez 3 points par petit poisson. Voilà. Et ce qui est très intéressant c'est que les cartes que vous aurez au centre de votre mare scorent avec votre grille. Celles que vous avez là à l'extrémité gauche vont scorer avec ce qu'il y a dans la grille du voisin de gauche. Et ce qui est là va scorer avec ce qui est dans la grille du voisin de droite. Okay. Quand on joue à 2, à gauche on score avec notre voisin, lui il score avec ici, en fait l'autre côté on score avec la rivière. Voilà, c'est la variante pour jouer à 2. Donc du coup, à son tour, on va pouvoir échanger une carte de la rivière avec une des nôtres, soit cachée, soit visible. Un peu à la Skyjo, on prend le risque, on se dit bon allez, je retourne celle-là, je l'échange avec le 5, parce que c'est cool, 5 points bruts. Hop, peut-être que je viens de défausser un truc qui aurait été plus intéressant. Voilà, ça c'est un peu à la Skyjo. Et on va être pas mal opportuniste sur ce qui va se passer dans les grilles d'à côté. Voilà, c'est à peu près tout en fait. Vous avez tout le jeu. C'est très simple, assez accessible, vraiment, ça fait ce truc de Skyjo que, à mon sens, manquait, c'est un peu l'interaction en fait avec les autres.
On a ensuite Mime Master. Antoine, tu seras bientôt mon assistant. Mime Master, qu'est-ce que c'est? Coucou Antoine. Coucou, j'ai un peu peur. Mais si, ça va être drôle. Mime Master, c'est de chez Haut les Mains, le studio qui a fait Haut les Mains, voilà. Florence Denazel, illustré par Célestia Maquet et Hervé Bécu. C'est un jeu à partir de 8 ans, 20 minutes, 3 à 20 personnes. C'est un jeu d'ambiance, tout simplement, parce que c'est par les Haut les Mains. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de mime, marqué Mime Master. Sauf que il y a une personne qui va décrire à tous les autres ce que ces personnes doivent mimer. Donc elle tire une carte, elle a toujours 3 propositions sur la carte, elle va en choisir une et elle va dire ok, alors, bon là t'es tout seul, mais imaginez il y a 5 personnes devant moi. Faites-le chez vous bien sûr. Alors, plie les bras le long de ton corps. Plie les bras. Plier le long? Oui. Plie-les. Recule-les un peu pour que tes mains soient au niveau de ta taille. Voilà, très bien. Et maintenant, avance ta tête et fais des mouvements vers le bas. Très bas, très 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 bas. Et là, il doit essayer de deviner ce que j'ai fait. Je suis un pigeon? Non. Une poule? Non, très 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 bas. Oh, bah c'est le plus bas que je peux. Voilà, hein. très bas. Et après, tu ne bouges plus ta tête. Et il continue à mimer. Imaginez, il y a plusieurs personnes, les gens vont peut-être mimer différemment parce qu'ils n'ont pas compris exactement la même consigne, etc. Donc ils peuvent se regarder les uns les autres en disant « Ah mais attends, ça ressemble plus à quelque chose ». Non, c'était pas là. Tu l'as inventé? Non, après je peux vous donner un indice. C'est un animal, effectivement. Oui, bah merci. C'était une autruche, mon cher ami. Donné, c'était facile. Voilà. Voilà, et donc le premier parmi les mimeurs, pas moi hein, bien évidemment, à deviner ce que c'est, gagne la carte et sera le prochain Mime Master. Et on continue comme ça jusqu'à, je sais plus que quelqu'un ait gagné un certain nombre de cartes, je crois que c'est 3. Premier à avoir gagné 3 fois et déclaré El Master des mimes. Voilà. Sinon j'ai quoi la dernière fois, Alex, je t'avais dit mets-toi à genoux, lève la main, tends la paume de la main vers le haut. Et voilà. Et c'était quoi? Tu te souviens? La demande en mariage, je crois. C'est très drôle à faire. Ce truc de le twist de en fait c'est toi tu décris aux autres, c'est très dur parce que j'avais envie de te dire mets les mains comme ça mais c'est Et oui mais non. et non, du coup j'étais dans ma tête je suis genre comment je peux lui dire de faire ça. C'est hyper drôle. Voilà, c'était Mime Master, je crois que j'ai fini, c'est à Antoine du coup, hop, tiens. Allons-y. On peut faire un arrêt au stand par ici, puisqu'on l'a sous les yeux. C'est Happy Mochi. Happy Mochi, c'est un jeu dans lequel vous avez des cartes en main, il faudra s'en débarrasser. Si quelqu'un arrive à se débarrasser des cartes de sa main, et bien les autres joueurs, ils vont prendre des points de pénalité selon les valeurs qui leur restera en main. Par exemple, s'il me resterait ceci, eh bien j'aurai 11 points de pénalité. Ce qui va se passer, c'est que on enchaîne les manches, puisqu'on va redistribuer les cartes à chaque fois, jusqu'à ce que quelqu'un ait au moins 30 points de pénalité. On arrête la partie. La personne qui en a le plus, évidemment, est éliminée. La personne qui a le moins de points gagne la partie, tout simplement. Comment est-ce qu'on joue? Eh bien, on va avoir 2 cartes comme ceci sur la table. C'est un jeu où on va jouer des paires de cartes. Ici, je devrais jouer plus actuellement. Eh bien, donc, par exemple, je peux décider de jouer ce 92. Pourquoi ce 92 précisément et pas, par exemple, prendre ce 9 et ce 5? Eh bien, parce qu'on doit jouer des cartes qui se touchent toujours. Et donc, je vais jouer ce 92 par-dessus. Hop là, comme ceci. Oh, il y a un petit effet. Ici, c'est un plus-moins. Eh bien, si c'est un plus, ici, ça devient un moins. Et la prochaine personne devrait jouer en dessous du 92. Ce qui ne devrait pas être trop difficile. On a différents autres petits effets. Comme par exemple le mochi qui vous permet de réserver une carte de côté, je pourrais la récupérer plus tard et la remettre dans ma main, ça peut être pratique. Je vais avoir... Oh, je me rappelle plus cet effet, Alex, toi tu t'en rappelles, je suis sûr. On donne tous une carte, je crois, au joueur de gauche. Ah oui, voilà, c'est bien ça. Par exemple, celle-ci qui fait piocher une carte. Alors, soit à vous-même, soit à quelqu'un. En général, vous allez plutôt faire piocher à quelqu'un d'autre. Pas grand-chose de plus à dire. Ce petit Happy Mochi, ça se joue de 2 à 6 personnes à partir de 8 ans, car les règles sont absolument élémentaires, comme vous venez de le voir. Il y a marqué 20 minutes. En vrai, à 2-3 personnes, ça va plutôt être un bon gros quart d'heure à tout casser. C'est un jeu de... Est-ce qu'il y a un nom?
Oui, j'ai vu. Illustré à la main, ça fait toujours plaisir de l'apprendre. Johan Benvenuto et Romaric Gallonnier, des noms qui nous sont familiers. Et c'est illustré par Amélie Maréchal. C'est plutôt joli, évidemment. Ces petits mochi avec ce petit présentoir, ça donne assez envie. On va décaler vers là-bas. Il y a 2 ans, Alex, Oui. à Alchimie du jeu, tu m'as dit il y a un jeu là-bas, il faut vraiment que tu y joues. Toi, tu avais joué à un jeu, un proto. Ouais, c'était pas ouf. Un jeu de pirates. On pioche des pirates et on les met dans un bateau. Tu peux tourner les cartes. On peut tourner. Ils appelaient ça Captain Flip. Un truc. J'espère qu'ils ont changé le nom. Ouais. Parce que vraiment, à mon avis. On lui prédisait pas un super avenir. Non, je pense que ce sera ni le Spiel, ni l'As d'or. Ça, c'est sûr. Je me rappelle, tu étais venu avec des étoiles dans les yeux. Ouais. Tu me parlais de Flipper le dauphin. Ouais, ça, c'était trop bien. Moi, déception, quand je joue au jeu 1 an plus tard, il n'y avait pas Flipper le dauphin. Non. Il est en goodies. Je pense qu'on en a peut-être un qui a survécu ou on en a plus. Bref, peu importe. Tu me dis, il faut que tu ailles jouer à ça. Je vais voir la personne en question, à savoir Antoine Boza, qui me fait jouer à un proto aussi qui s'appelle Archonte. Et je me dis, ok, ça, c'est mon futur jeu à 2 préféré. Il y a exactement ce que j'aime dedans. Bon, il vient d'arriver. Résultat, il s'appelle pas Archonte, ça s'appelle Zénith. C'est à peu près sûr que vous en avez entendu parler à un moment ou à un autre ces derniers mois, si vous suivez de près ou de loin l'actualité ludique. C'est donc le 2e jeu de Playpunk. C'est illustré par Nayad, c'est un jeu de Grégory Gras et Mathieu Roussel pour 2 ou 4 uniquement joueurs à partir de 10 ans et pour des parties de plus ou moins une demi-heure. Attention, première partie, ça peut durer un petit peu plus longtemps quand même, on va pas se mentir. Une fois que vous maîtriserez le jeu, oui, la demi-heure, c'est tout à fait ça. C'est un jeu dans lequel on va avoir sur le plateau ici une bataille politique pour avoir la majorité des planètes dans votre camp. Donc nous avons ici la Terre, Mars, Jupiter, Vénus et Mercure. Et j'avais un doute pour celle-ci, mais heureusement on s'est rappelé. Hop là, comment est-ce qu'on va faire pour remporter la faveur des habitants de ces planètes? Eh bien, on devra, comme ceci, décaler les petits jetons de planète. Et si je le décale à nouveau qui passe de mon côté, eh bien, je l'emporte. Et ensuite, il est remis en jeu au milieu. Si j'arrive à avoir 3 fois la même planète, je gagne. Si j'arrive à avoir strictement 4 planètes différentes, je gagne. Et puis si j'arrive à avoir 5 planètes, peu importe lesquelles, je gagne également. Évidemment, c'est pas le genre de victoire que vous visez. En général, c'est la victoire à 4 planètes différentes. Oui. Mais c'est un jeu où il y a tellement de cas de figure différents que les autres victoires sont tout à fait possibles, voire même à un moment ou à un autre, vous allez les lorgner avec envie. Ok, là on a fait une mise en place comme si on avait déjà un petit peu commencé à jouer. On joue chacun notre tour. Alors je vous explique les règles à 2 principalement, parce que c'est principalement un jeu à 2, mais je vous explique rapidement après la petite variante à 4. J'y ai pas joué, donc en termes de feeling, je pourrais pas vous en dire grand chose à 4, mais je peux vous dire qu'à 2, voilà, moi c'est vraiment un énorme coup de cœur. Je pense que je ne suis pas tout seul. C'est mon tour. Je vais pouvoir jouer une carte. Actuellement, j'ai 4 cartes en main. Je peux faire plusieurs choses. Donc j'ai 3 options en gros. Première option, c'est de jouer une carte. Pas celle-ci, même si elle avait envie d'être jouée. On va dire que je joue celle-ci. Hop là. Elle me coûte 7 crédits. C'est la monnaie du jeu, comme ceci, là. Hop, je les dépense et hop, je la joue ici. À part que toute carte qui a déjà été posée précédemment dans la même couleur, car oui, une carte orange ira dans le orange sur Vénus, je ne pourrais pas jouer cette carte ici, et bien toute carte précédemment jouée, c'est un rabais. Et donc là, je vais payer en fait 6 crédits dans les faits. J'ai joué une carte, je vais faire les effets qui sont indiqués dessus, de gauche à droite, et bien en général, et même voire tout le temps, on va vous dire que l'on fait progresser, hop, la planète dans notre direction d'une case. Il y a des petits effets à droite ici, qui sont quasiment uniques ou qui sont des variantes du même effet. Du coup, une énorme richesse là-dessus. C'est pas un jeu à combo de cartes parce que les cartes vont pas spécialement combiner entre elles, encore que. C'est vraiment un jeu à effet. Déclencher le bon effet au bon moment, au coût le plus bas évidemment, parce qu'il y a des effets qui sont très très forts, qui vont vous coûter 8, 9, 10 crédits, ça vaut peut-être pas le coup de les jouer tour 2 et de vous ruiner, parce que je peux vous dire qu'avec une avance de crédit, votre adversaire risque de forcément prendre un énorme avantage. Ce que je peux faire également avec une carte, c'est la défausser pour récupérer le jeton de leader. Vous voyez ici, il y a 3 symboles, puisqu'il y a 3 peuples dans cet univers. Nous avons les robots, nous avons les humains, et nous avons les animaux, qui sont en fait des animaux, ni plus ni moins, comme par exemple lui, Magellan. Très rapidement, on va dire les robots, les humains et les patounes en général. Si je défausse par exemple, hop là, ce robot, eh bien je vais pouvoir récupérer le jeton, hop, de leader,
tel qu'indiqué, et je vais gagner un zénith. Un zénith, c'est une ressource qui va être fort utile. Il y a 2 ressources dans le jeu, hein. Ce sont basiquement les crédits et les zéniths, même si en elles-mêmes les cartes peuvent être considérées comme des ressources à bien des égards. À quoi ça va me servir? Le zénith, on va y revenir. Le jeton leader, ça va déclencher certains effets qui sont en général à mon avantage. Ça vous dit par exemple, si vous avez le jeton leader, bah, vous gagnez ça en plus. Un truc sympa en général. Ou alors, si vous avez le jeton leader, vous pouvez le donner à votre adversaire pour avoir ça en plus. Un effet vraiment cool en général, puisque bah, ça vous fait un petit sacrifice. Mais également, à la fin de mon tour, je referai ma main à 5 cartes au lieu de 4. Si jamais je devais regagner le jeton leader, je le retourne côté doré. Et là, je referai ma main à 6. C'est vraiment puissant, parce que c'est le genre de jeu où vous allez constamment râler, parce que vous n'avez pas la bonne carte, vous n'avez pas le bon symbole. Ah non, mais là, il me faudrait un robot, j'ai pas de robot. Bah oui, mais en général, quand ça vous arrive, c'est que vous avez complètement ignoré ce petit jeton. Il est vraiment utile. Si jamais, par contre, mon adversaire devait le prendre, hop, il le récupère et il le met côté argenté. Donc ça, c'est si je défausse un robot. Mais si je défausse un humain, eh ben, je récupère le jeton leader et j'aurai des crédits. Ou alors, si je défausse un animode, eh ben, je récupérerai toujours le jeton leader. Et là, je rajouterai des cartes sur le plateau. C'est des cartes qu'on tire au hasard, comme ceci, de la pioche, et qu'on va les mettre au bon endroit sans faire leurs effets. C'est bien, car, oh, pas mal, 2 bleus, hop là, ça va vous faire des réductions de coût. Et il y a des effets qui vont se déclencher et dont la puissance va être proportionnelle au nombre de cartes que vous auriez déjà posées. Donc ça, c'est à ne pas négliger. Les premières parties, on se dit, c'est peut-être une mécanique qui est un peu en dessous des autres, avoir des crédits et avoir des zéniths, c'est vraiment fort. Alors oui, c'est pas mal, mais rajouter comme ceci des cartes, recruter des personnages, c'est vraiment bien. Première option donc, je joue une carte. Deuxième option donc, je défausse une carte pour aller récupérer le jeton leader ou le retourner sur son autre face et avoir un petit bonus en plus. Troisième option, je peux également défausser une carte et selon également le peuple de cette carte, je vais pouvoir, en payant du zénith, augmenter mon niveau de technologie d'un cran sur la colonne en question. Donc admettons, je défausse un animode, une patoune, je paye un zénith, tac, je vais pouvoir monter ici et je vais gagner le bonus ici qui est de 2 crédits. Et si je le fais plus tard, ce qui va se passer, c'est que hop là, ici, j'ai un petit bonus qui a tiré au hasard en début de partie, que je récupère, donc là c'est pas mal, je récupère un zénithium. Je vais faire cet effet-là, qui est de déplacer dans ma direction 2 planètes côte à côte, clac, clac par exemple, mais en plus je vais refaire tous les effets précédemment déclenchés. Ça peut être très très fort, mais évidemment le coût étant croissant, ça va être très compliqué. Il ne faut pas se focaliser là-dessus, mais il faut le faire quand même. Ici, il faut un petit peu se focaliser dessus quand même, parce que c'est le cœur du jeu. Mais il faut penser à faire plein d'autres choses. Vous aurez envie de tout faire, vous ne pourrez pas faire pile ce que vous voulez. C'est, je trouve, un très bon dosage entre stratégie et hasard. Évidemment, des fois, votre adversaire a pile ce qu'il fallait dans sa main, et puis vous n'avez pas ce que vous vouliez, et ça permet à l'adversaire de gagner en général. C'est parce que vous lui avez offert des petits cadeaux à droite à gauche, vous avez pris des risques, qui n'ont pas forcément payé. Et puis il ne faut pas oublier non plus que ça reste un jeu de cartes. Mais par contre, voilà, Zénith, gros coup de cœur. Alex, je crois que tu as pas mal de parties au compteur aussi. Hein. J'essaye d'en faire autant que je peux sur BGA. Il est sur BGA. J'avais fait la bêta sur BGA, je l'avais pas mal poncé. Très content de l'avoir en vrai, en physique, enfin. Petit mot sur la version à 4 joueurs. On va jouer donc en équipe de 2 contre 2 en croisée. Donc équipe A, équipe B, équipe A, équipe B en changeant de joueur à chaque fois. On ne peut pas communiquer. Non, pardon, on ne peut pas montrer les cartes en main, mais on peut communiquer dessus. On peut vraiment dire ce qu'on veut, mais du coup, information qui sera interceptée par l'autre équipe, et donc ça c'est intéressant. Et notamment, il va y avoir un joueur qui va avoir cette partie du plateau, et l'autre joueur qui va avoir cette partie du plateau. Les 2 joueurs peuvent batailler sur la Terre, mais pas sur les autres planètes. Et en plus de ça, quand vous allez récupérer le petit jeton leader, vous pourrez en profiter pour passer des cartes à votre coéquipier ou coéquipière. Il faudrait que je teste. Ça a l'air assez cool. Voilà pour Zénith. J'ai envie de continuer de dire plein de trucs, mais en fait tout est dit. C'est trop bien, Zénith. Voilà. On continue par là-bas. Dans la cour d'école, c'est un jeu proposé par Ocaluda. C'est un jeu de Nathalie et Rémi Saunier que l'on salue chaleureusement et illustré par Julie Machado. C'est un jeu à partir de 6 ans, c'est pour ça qu'il est dans le rayon enfant. C'est pour jouer de 3 à 6 personnes et ça va durer 10 minutes, un quart d'heure. Nous sommes
dans la cour d'école, à la rentrée. Il y a plein de jouets qui ont été oubliés à la fin de l'année scolaire précédente et ils ont été recouverts par les feuilles mortes. Et nous, on va les fouiller dedans pour essayer d'avoir le meilleur butin. C'est assez simple, on va jouer chacun notre tour et quand c'est mon tour, eh ben, je vais piocher 3 cartes. Si elles ont des effets au moment où je pioche les cartes, je les résous. Bon, bah là, ce n'est pas le cas. Tac, pas d'effet non plus et j'ai pas prévu. Hein. C'est pas mal, ça c'est très très bien. Hop là, je vais en choisir une pour moi que je vais garder. Par exemple, moi je décide de garder celle-ci parce qu'elle a l'air vraiment bien. Je vais en donner une à quelqu'un. Il reste 2 cartes sympas. Bon, allez, Alex, t'as l'air d'être un peu dans la galère. Je te donne cette carte à collectionner. Et puis, cette petite voiture-là, le joli van, je vais le remettre quelque part sous les feuilles. Okay. Et ainsi de suite. Le truc, c'est que, première chose, on reçoit en début de partie un personnage secret. Moi, j'ai la Chippy qui nous fait gagner des points selon des petits critères. Ici, ce sont les billes et les briques, les petites briques de Lego qu'on peut trouver sous les feuilles. Bah, ça me fera marquer des points supplémentaires. Donc, je vais essayer de les garder. Je vais pas trop me réjouir non plus à chaque fois que je trouve des billes et des briques, sinon les autres joueurs vont le remarquer et risqueraient de ne pas me les donner. Puis, il y aura les cartes avec des effets. Alors, plutôt que fouiller où elles sont à l'intérieur, j'ai mis la petite aide de jeu. Hein, on résout les faits et puis en général on le met de côté, enfin ça dépend des cartes. Vous allez avoir ces cartes-ci. Il y en a une où on fait le symbole de l'araignée, Spider-Man, en direction d'un autre joueur, ou le papillon en direction d'un autre joueur. Puis, pim, on doit taper sur le tas de feuilles. Vers un autre joueur et taper sur le tas de feuilles. Oui, c'est bien ça. Et en gros, c'est un petit duel de rapidité. On tape et on va pouvoir récupérer une carte. Il y a un défi de Shifumi, tout simplement. Il va y avoir les cartes double feuille. C'est en gros, il y a feuille d'un côté, je retourne et il y a refeuille de l'autre côté. Bon, ça, c'est un peu les cartes de la loose. Heureusement, quand on en a 3, on peut les défausser et on va pouvoir voler une carte à un autre joueur. Petite compensation. Il y a les marrons. Les marrons, ils font pas spécialement gagner de points. Mais si j'ai 3 marrons, je récupère le bonhomme marron qui fait des points supplémentaires. On a cette carte où on choisit un copain, copine, autour de la table avec la flèche dans sa direction et ces collections de cartes les plus intéressantes me font gagner des points, ça c'est intéressant. Et puis il y a le petit pot de colle qui me dit lors de mon prochain tour, ça me permet de prendre 2 cartes dans ma main au lieu d'une, donc je ne garderai qu'une seule carte en temps normal, là je pourrais en récupérer 2 lors de mon tour. C'est aussi simple que ça, on va se faire des petits cadeaux, on va négocier, on va essayer d'estimer cette carte à qui elle pourrait le moins bénéficier, et puis la thématique un peu automnale comme ça, à rentrer des classes, je sais pas vous, mais moi ça me parle. Hop, on va passer derrière le comptoir. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour, bonne joueuse, nous ne sommes pas encore derrière le comptoir comme l'a dit Antoine. J'ai cru. Et on va continuer encore les nouveautés, il me reste 3 nouveautés à présenter avant d'aller derrière le comptoir. La première, tant attendue, je ne sais pas, mais en tout cas quand ça a été annoncé, évidemment il y a eu énormément de blagues qui sont encore tombées sur Wingspan, maintenant Finspan. J'ai vu un magnifique Wormspan avec des vers de terre, j'ai très envie d'y jouer. Il y a Frangipane, c'était quelque chose. Ça c'est très cool. Là c'est Finspan, on oublie les oiseaux, on oublie les dragons, on va sur un truc encore plus stylé. Les poissons. Comme ça vend pas du rêve, mais quand on regarde certaines cartes, on se dit waouh, heureusement que ça vit pas sur Terre parce que le truc a l'air immonde. Là on a vraiment de tout pour le coup en termes de, comme pour les oiseaux et pour les dragons. Je vais peut-être pas m'attarder sur le fond du jeu, évidemment, le fond marin, super, on fait plein de jeux de mots. Je vais pas faire de jeu de mots déjà dessus. Je vais déjà m'étendre sur, en gros, les différences qu'il y a par rapport à Wingspan. Alors, si vous ne connaissez pas Wingspan, c'est vraiment dommage, je ne vais pas m'étendre dessus trop longtemps. Là, les grosses différences, déjà, sur Finspan, c'est que votre plateau, certes, ne se lie plus du coup verticalement, mais horizontalement, ce qui est beaucoup plus logique parce qu'on va visiter les profondeurs, du coup. Les mécaniques de jeu grossièrement restent les mêmes, mais c'est sur les cartes que ça va pas mal changer. Déjà, votre main sera toujours placée ici, visible devant vous. Et ensuite, on va avoir des plongeurs qui vont, justement, qu'on va pouvoir activer pour notamment jouer des poissons ou partir en fait en plongée. L'intérêt d'aller plonger, c'est que tu vas un peu comme dans Wingspan, activer des colonnes, des bonus. Mais on va pas faire cette espèce de retour arrière. Au contraire, on va aller dans les plus profondeurs. Et plus on aura de poissons qui vont s'activer, plus on aura de bonus, etc. Pour jouer des poissons, souvent, du coup, on va payer le coup et souvent, ça va être des cartes. Donc, on va poser un poisson et les poissons, on va les poser à différents endroits. Et comme dans Wingspan, en fait, on a des zones plus ou moins ensoleillées
qui indique justement, il y a des poissons qui peuvent aller dans ces eaux-là, mais pas dans les profondes, et à l'inverse, il y en a qui vont dans les très profondes et pas dans les éclairées, qui se trouvent à certains niveaux. Il y a 3 niveaux ici. Et on a déjà des poissons de base qui sont déjà figurés sur le plateau, en fait. Les changements, donc entre autres, c'est que pour jouer des poissons maintenant, il va falloir défausser des cartes. Les œufs d'oiseaux qu'on avait dans Wingspan, maintenant on les a aussi dans Finspan, mais là du coup c'est des œufs de poisson. L'idée c'est que les œufs de poisson, ça peut vous faire potentiellement des points, mais ce qui est intéressant c'est de les faire éclore. Il y aura des effets qui permettent de faire éclore des œufs. Un œuf devient un poisson sous forme de jeton, et dès qu'il y aura 3 jetons de poisson au même endroit, ça va devenir un banc. Et ça va être intéressant parce que ça vous permet aussi de marquer des points, notamment en fin de partie, les bancs de poissons font 6 points. Donc ça c'est intéressant, mais attention, il ne peut pas y avoir 2 bancs de poissons qui font un énorme banc de poissons. C'est-à-dire que je peux avoir un jeton banc de poissons quelque part. S'il y a un jeton de poisson dessus, on s'en fout. Et même s'il y a 3 jetons poissons avec un jeton banc de poisson, il ne se passe rien. Il faut que le banc de poisson dégage pour que les 3 poissons deviennent un nouveau banc de poisson. Donc ça c'est important parce qu'en fait ça donne une dynamique différente de ce qu'on a dans Wingspan. C'est qu'avant les œufs, déjà ils ne servaient pas à éclore, ils servent juste à faire des points. Là il y a une mécanique en plus qui est la gestion de poissons qui deviennent des bancs de poissons qui font des points. Et ensuite dans les activations, il y a plein d'effets qui vont se déclencher. Mais en fait si je rentre trop dans les effets à déclencher, je vais trop m'étendre sur le sujet. Donc là, je vous donne juste les grosses différences. C'est qu'il y a les œufs, les activations qui vont changer et le coût des cartes qui va changer et qui va donner des effets pareils comme dans, je crois que c'était plutôt dans Wingspan, mais dans une extension, il me semble que c'était Europe, où en fait vous aurez des effets de fin de partie ou à certains moments de la manche, ou du coup des effets immédiats. Voilà, en gros, ce qui change par rapport à Wingspan. J'avoue que moi, je suis plus tenté de Finspan que de Wyrmspan ou de... Ah, moi aussi. Alors j'ai bien aimé Wingspan, mais souvent les gens disent « Ah, les oiseaux c'est quand même mieux que les poissons ». Je sais pas pourquoi. Moi, ça c'est une question de goût personnel. Je suis plus de l'autre côté. Moi je suis plutôt chaud des poissons. Moi ce qui me plaisait moins avec les dragons, c'est qu'on n'apprenait pas des choses sur des animaux de la vraie vie. Contrairement à Wingspan. Ah ouais, là, et là on retourne dans ce genre de thématique. Ce qui est plus intéressant. Puis comme je disais, quand tu vois certaines saloperies qu'il y a dans l'océan, tu te dis waouh. Oui, non, mais faut pas aller là-bas, faut pas aller là-dedans. Non. On retrouve d'ailleurs le même système de prédateurs aussi. Voilà aussi, comme il y avait ça dans les oiseaux, on retrouve ça aussi avec les poissons. On enchaîne avec Paper World. Donc ça c'est un jeu normalement de chez les Lumber, si je dis pas de bêtises. Je vois plus leur logo. Il me semblait que c'était les Lumber, mais je vois plus le petit logo du bûcheron. Je le vois pas. Ah si, jeu, trouver le logo. Voilà, c'est ça. Lumberjack, pardon, il semblait bien. Donc c'est un jeu de Alexandre Aguilar et de Benoît Turpin. C'est illustré par Olivier Deruito qui a fait également les illustrations de Stickers. Dans Paper World, donc c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, ça dure 20 minutes à partir de 8 ans. C'est un jeu vraiment pas très compliqué, mais avec ces petites contraintes de jeu et avec notamment ce plaisir, cette satisfaction d'atteindre en fait un certain nombre de points de victoire parce que vous avez bien joué. C'est un jeu dans lequel on va avoir une mise en place très simple avec des pioches. Il y en a 5 différentes, enfin 5 placées comme ça, qui ont toutes été mélangées. On mélange plein de cartes qui sont de plusieurs couleurs différentes. De mémoire, il y en a 4, 5, 4, je pense qu'il y en a 4, qui vont avoir des valeurs qui varient entre 1 et 5. Les 5 rapportant plus de points de victoire, vous allez voir pourquoi. Et on va étaler du coup 5 paquets de manière égale. Et dès que durant la partie 2 paquets vont se vider, ce sera la fin de la partie, on comptera les points. Les points, ça va être les petites étoiles qu'on va avoir sur des cartes. Vous verrez que les 1 n'ont pas de points et que les 5 en ont beaucoup plus. L'idée c'est qu'à votre tour de jeu, tout ce que vous allez faire, c'est pouvoir notamment piocher ou jouer. Donc relativement simple. Sauf que les contraintes de pioche sont les suivantes, c'est que si vous voulez piocher, vous piochez les cartes du dessus de même couleur, donc de tous les paquets, ou de même valeur. Donc par exemple, il y a les 5 paquets. Je vois qu'il y a 3-2, je vois qu'il y a 2-5, je peux prendre les 2-5 ou les 3-2. Mais en admettant qu'il y a un 5 jaune et un 2 jaune, je peux aussi prendre un 2 jaune et un 5 jaune parce qu'ils sont de même couleur, par exemple. C'est vraiment tout de même couleur ou tout de même valeur. Le mieux étant de prendre des cartes qui se suivent. Pourquoi? Parce que notamment, quand on va faire, plutôt que de piocher, on va essayer de jouer. Quand on va jouer dans une zone de jeu qui est restreinte par du 3x3 de mémoire. Et on va essayer d'empiler des cartes. Donc, même contrainte quand on joue des cartes ou quand on les pioche. Soit on joue des cartes depuis notre main en jeu et on les joue soit de même valeur, soit de même couleur, et on essaye de faire des tas et d'empiler les cartes. C'est-à-dire qu'un peu à la manière d'un habit, pour ceux qui connaissent, on joue d'abord la 1, puis sur la 1 on joue la 2, puis on la 3, puis la 4, puis la 5. Et on joue rien sur 5, puisque 5 de toute façon c'est le chiffre le plus haut et c'est celui qui fait le plus de points de victoire. On empile les cartes comme ça, donc le mieux étant d'avoir des cartes qui se suivent. On a le droit, durant son tour, de défausser une carte pour faire ce qu'on appelle un saut, c'est-à-dire qu'en gros vous allez sauter une valeur. Mettons j'ai le 1 bleu et j'ai le 3 bleu, j'ai envie de jouer le 1,
puis le 3, dans ce cas-là, je défausse une de mes cartes que je mets face cachée à côté de moi, c'est important, et je saute le 2, donc du coup je joue immédiatement mon 3 sur le 1. Ça permet d'accéder plus vite à différentes valeurs. Pas forcément d'atteindre 5 très rapidement, ça peut être des valeurs très précises à atteindre. Pourquoi? Parce que en plus de ça, vous avez des objectifs. Les objectifs, le premier qui réalise cet objectif-là va gagner 4 points, le deuxième 3 points je crois, et après c'est 2 points et après c'est 1 point il me semble. Ok. Premier arrivé, premier servi, donc plutôt vous ferez les objectifs. Les objectifs c'est soit d'avoir 4 tas de valeur 4 par exemple, d'avoir tant de tas de couleurs différentes, etc. C'est plein d'objectifs différents, il y en a une vingtaine à peu près. Et donc premier arrivé gagne 4 points. Donc il faut essayer de regarder un petit peu comment je peux optimiser mon scoring de fin avec le scoring de cours de partie. Ok. J'ai presque tout dit, il y a des cartes, des fois vous verrez, elles ont une espèce de logo de ciseaux autour de la valeur. Ça veut dire que vous allez pouvoir récupérer des ciseaux, les ciseaux vous allez pouvoir les utiliser pour faire des sauts gratuitement, sans pouvoir défausser de cartes. Je vous disais, défausser des cartes, c'est pas forcément bien. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la partie, chaque carte que vous aurez défaussée vous fait un point de victoire en moins. Donc il faut calculer la plus-value. Si vous voulez jouer une carte en faisant un saut, sachez que vous allez quand même perdre un point, donc faites attention. Et pareil, vous êtes limité dans les cartes que vous avez en main durant la partie. Et toutes les cartes que vous avez en main en fin de partie, vous allez aussi les mettre dans votre défausse, et donc ça va faire -1. Donc c'est vraiment un jeu en termes de mécanique, c'est jouer au piocher. Par contre, on rajoute dessus sur le fait de jouer et de piocher des petites contraintes qui donnent tout le sel du jeu en fait. Donc c'est vraiment très très cool Paper World. Qu'est-ce que je devais... Oui, on a reçu également en jeu à 2 Leaders. Donc là c'est un jeu de Hugo Frénois, illustré par Nayad. Leaders donc qui est de chez Studio H. On a une édition très léchée, avec de belles dorures, parce que ça fait toujours plaisir. Pas que sur la boîte. Non, pas que sur la boîte. D'ailleurs, je vais ouvrir cette boîte. Il y en a plein de matériel. On a une boîte qui est très très cool en termes tout prévu. de rangement. Ouais. Moi, tu m'as mystifié là. Je crois que c'était une vraie boîte. C'est une fausse boîte. Ici, on a un magnifique plateau. Pourquoi? Parce que Leader, ça va être avant tout un jeu d'arène, un jeu d'affrontement. C'est que pour 2. Ok, ça dure 15-20 minutes, peut-être une demi-heure si vous prenez vraiment la tête, mais normalement, un peu comme aux échecs, comme aux dames, ça va durer 15-20 minutes. On a un plateau qui ressemble à ça avec ma zone de déploiement des unités et la zone adverse. Ici, on a une boîte très très cool parce que on va avoir un petit rangement comme ceci, où on va avoir... Alors, il n'y a pas le cri avec, normalement, ça c'est moi qui l'ai rajouté. Et donc, vous allez avoir ici le petit rangement avec tous les personnages, tous les héros, vous allez pouvoir recruter durant la partie. Vous commencez avec un leader, donc il y en a un avec chaque fois un socle doré ici, donc on peut commencer avec lui. Ce qui est cool, c'est que vous vous orientez toujours dans votre sens, de façon à ce que ce soit blanc ou noir, ça c'est vous qui le décidez en début de partie, mais du coup, si je pose ma figurine comme ceci, je poserai toutes mes prochaines figurines comme ceci, comme ça on verra que mes figurines sont noires, et donc du coup, l'adversaire sait que lui, ce qu'il voit, c'est blanc de son côté. Ça, c'est franchement très très cool comme idée d'édition, parce que ça coûte rien, et puis c'est très lisible finalement. Ça permet d'identifier tout de suite quelles sont mes unités. On va commencer donc dans Leaders. Le but du jeu, ça va être de bloquer votre adversaire à la manière un petit peu de Hive finalement. On va se déplacer sur le plateau que je vous ai montré tout à l'heure. On va essayer de bloquer son adversaire. Donc du coup, mon adversaire, il a une unité comme ceci, qui est du coup son leader en fait. Et si jamais il y a 2 unités adverses qui entourent le leader adverse, du coup, j'ai gagné la partie. Donc si j'ai 2 de mes unités qui sont adjacentes au leader adverse, j'ai gagné la partie. Okay. Au cas particulier, si jamais le leader adverse est entouré et ne peut pas se déplacer, il perd également la partie. Donc il faut faire attention à ne pas bloquer votre leader. Au début de la partie, vous allez commencer avec un leader et vous allez avoir un marché de cartes. Les cartes sont extrêmement jolies. Vous avez une espèce de relief en fait. Donc là, vous le voyez peut-être pas, mais elles sont légèrement brillantes et elles ont une espèce de relief en 3D. Donc c'est très très cool, tant sur le verso que sur le recto. Hop. Et on a des cartes du coup qui sont face cachée au début de la partie. On va avoir une rivière de cartes comme ceci. On va avoir 4 cartes disponibles. Les cartes vont avoir des effets souvent en fait de déplacement, comme indiqué par le logo rouge ici, et des fois des effets instantanés, voire spéciaux, comme celui-ci en vert. Ok. Les cartes, du coup, vont pouvoir être recrutées dans la partie, mais comment se passe un tour de jeu? C'est très simple. À votre tour de jeu, vous déplacez votre leader, tout simplement, d'une case. Vous pouvez déplacer, en fait, tous les personnages d'une case ou faire leur effet de déplacement à votre tour. Vous n'êtes pas obligé de déplacer tout le monde, mais vous pouvez le faire. Et après avoir déplacé ou non et utilisé le pouvoir de vos cartes, vous avez la possibilité aussi de recruter. Vous allez faire ça à chaque fois, jusqu'à avoir 5 personnages, en fait, devant vous, en ayant recruté 5 personnages. Et c'est avec ces personnages-là, maintenant, que vous allez essayer de gagner la partie. Chaque personnage a un pouvoir particulier, tant dans le déplacement que comme là, pour toute la partie. Là, par exemple, le vizir, quand je l'ai, jusqu'à la fin de la partie,
mon leader peut se déplacer d'une case supplémentaire lors de son action. Donc c'est cool. En fait, le vizir n'a pas d'action de déplacement spécifique, mais il permet à mon leader de se déplacer de 2 cases, ce qui est plutôt bien pour la fuite notamment. C'est une stratégie que j'aime beaucoup, notamment la fuite. C'est vraiment ma petite, On connaît. Ouais, la petite stratégie personnelle. L'assassin que j'aime beaucoup, je vous ai parlé tout à l'heure de la capture du pion adverse. Il fallait 2 unités autour du leader adverse. Là, l'assassin, en fait, il est en solo, c'est-à-dire qu'il capture le leader adverse, même sans autre allié participant. Et c'est très agaçant. Très très cool. Très agaçant également. Le Némésis, pour vous donner un peu une idée de comment marchent les persos spéciaux, il y en a 2 je crois dans la boîte. Le Némésis, lui en fait, il peut pas faire d'action, mais dès que le leader adverse il est déplacé, donc dès que le leader adverse volontairement se déplace, et du coup, la Némésis doit se déplacer de 2 cases. Ça c'est vraiment très frustrant pour l'adversaire parce qu'il sait qu'à tout moment, s'il déplace son leader, il pousse la Némésis à avancer de 2. Ça peut vraiment le bloquer dans sa stratégie. Le tavernier déplace d'une case un allié adjacent, c'est très très cool aussi. Il y en a plein. Il y en a vraiment énormément, des personnages. Le plaisir, c'est aussi la découverte. Hein. Les premières parties sont assez exaltantes pour ça. On retrouve ce côté qu'on a dans beaucoup de jeux abstraits, je pense notamment à Onitama, sauf qu'Onitama a un côté beaucoup plus brut dans sa manière d'exécuter les déplacements. Oui. Ici, on a vraiment ce côté où on va se dire « Ah waouh, là, les 4 personnages, ils sont cool, mais celui-là, il a l'air quand même un peu mieux dans ma strat, donc je prends celui-là. » Et dès qu'on recrute un personnage, hop, on en révèle un nouveau. Et là, l'adversaire dit « Ah, il y a lui. Ah ben ça tombe bien, t'as pris lui qui permet de déplacer mes personnages. Je prends lui qui annule les pouvoirs de tel personnage de déplacement, etc. » Enfin, c'est vraiment très efficace. On a une très très belle édition. Et puis on a des aides de jeu au cas où, si jamais vous êtes perdu un peu dans les sorts. Le code couleur est aussi très efficace. Voilà, une très belle édition, un très beau rangement. Honnêtement, moi je suis jamais fan de rangement, j'ai envie de dire pré-pensé, dans le sens où je sais jamais où foutre les trucs. Et les gens disent, si toi t'aimes bien les grandes boîtes vides où tu peux organiser ton truc à l'intérieur. Ouais, moi quand je vois ça, je me dis, ouh, ils vont encore me casser la tête, ils vont dire, si, lui il va là, ça se voit et tout. Et en fait, là je trouve que le système est bien fait parce que, je sais pas si vous l'avez vu ici, mais dans la boîte, on a toujours le design du personnage qui va ici. Donc en fait, je prends le design du personnage qui ressemble vraiment. Oui, parce que rien de pire que les thermoformages où tu sais pas ce qu'il faut mettre dedans, et si tu mets pas la bonne pièce, tu peux pas fermer la boîte. Tu regardes la figurine, donc tu regardes le moule, comment il est fait. Et ça c'est l'enfer. J'ai combien de figurines? 276. Ah, ça va être vraiment sympa. On va sortir souvent. C'est vrai que là, il y a un travail d'édition qui est assez dingue. Là, c'est bien pensé. Ça rentre, hop, comme ceci. On met le plateau. Alors ça, c'est pareil. Moi, je suis nul, tu vois. J'ai envie de mettre et je ne peux pas. Tu vois, je sais pas comment le... Mais en fait... Ils ont pensé à toi. Regarde. Attends. Non, l'autre... Ouais. Oui, alors... Ah, c'est dommage, tu étais... Oh là là. Oui. Et voilà. Yes. Facile à enlever, du premier coup. Évidemment. Je crois que j'ai tout présenté maintenant. On va passer derrière le comptoir. Ah, j'adore. On se retrouve derrière le comptoir. Pardon, je croyais que c'était toi qui allais parler. J'étais là. Comme d'habitude, toujours. Moi, j'ose plus le dire maintenant, j'ai peur de me tromper. On se retrouve derrière. On est bien derrière le comptoir là. Là, c'est bon, on est derrière le comptoir. Okay. Oui. Qu'est-ce qu'on a à présenter? Il y a quoi derrière le comptoir? Codex, la deuxième boîte de la gamme Codex, du coup, on peut dire ça. La malédiction de l'abbaye de Thélème. Très difficile de trouver des infos là-dessus, je pense que c'est une volonté de l'éditeur qui s'appelle les éditions du Lion Vert. Et du coup, à part vous dire que vous allez enquêter dans une abbaye et qu'on est plutôt sur un jeu d'enquête avec du matériel hyper réaliste, on va pas vous dire grand-chose. Si vous avez déjà fait la première boîte, vous voyez grossièrement de quoi il va s'agir en termes de propositions. Oh Arkham, la semaine précédente, il y avait la cité engloutie, la nouvelle campagne, et bien les investigateurs sont là en général, ils sont décalés d'une semaine, donc c'est chose faite. Hop. On va avoir une nouvelle série de Flesh and Blood qui s'appelle Rio, The Hunted. Tu veux dire les hantés? Ouais. Hunted. Ah non, c'est les chassés. Ouais, c'est mon accent est peut-être pas pas les génial. C'est les Hunted, oui, voilà, hop là. Comment tu dis toi? Hand. J'ai un bon accent. Ah, faut faire le jeu de rôle avant? Ah bah ouais. Allez. Allez. Donc, une campagne pour Vessen dans laquelle on va partir dans le Grand Nord au travers de 5 scénarios qui se suivent et qui font une campagne, voilà, donc un jeu de rôle Friel, Ligen et Arcane Asylum dans lequel on joue des chasseurs de créatures folkloriques, j'allais dire monstres, mais vraiment c'est créatures folkloriques à l'époque de l'ère de l'industrialisation. Ces créatures qui à la base laissaient les humains tranquilles, mais en fait les humains ils commencent un petit peu à casser les pieds et donc elles sont colère et on va aller essayer de discuter avec elles ou potentiellement se battre à main nue. Voilà donc la proposition de Fessen. On n'a pas que du Fessen, on a une
gamme qui arrive tout entière. C'est Cthulhu Origin de chez Chronique Oubliée. Ça arrive tout de suite avec l'écran, avec les dossiers de personnages, avec le livre de l'archiviste, qui est en fait le livre du meneur de jeu, on peut le comprendre comme ceci, et le livre du témoin, qui est un petit peu le livre de base, le livre pour les joueurs. En plus de ça, il y a des morceaux de scénario dans chacun de ces éléments-là, ce qui fait que si vous achetez hop là, ces trois-là, vous avez l'histoire en entier. Pourquoi pas? Voilà donc, Chronique Oubliée Cthulhu Origins. On finit avec une petite extension à 3 € pour The Gang. The Gang qui va avoir une mini-extension du coup qui va rajouter notamment des jokers avec donc des règles spéciales qui sont liées plutôt à du choix de cartes. C'est-à-dire qu'en général, quand vous aurez par exemple un joker en main, vous allez du coup le défausser, piocher 2 cartes, en choisir une que vous allez conserver. Vous avez aussi ça qui se passe dans la rivière de cartes. Quand il y a une rivière de cartes qui trouve un joker, bah, vous la défaussez, vous allez révéler de nouvelles cartes, ça va offrir d'autres choix pour les combinaisons. Et enfin, il y a 4 variantes de poker que je ne connais absolument pas, qui sont le Omaha, où en fait on va avoir déjà 4 cartes au début de la partie au lieu de 2. On va avoir le Stud à 7 cartes, le Banana Split et le 3-2-1 voté. Voilà. Ok, donc il y a les jokers et 4 variantes. Et 4 variantes de poker. Moi je veux jouer au 3-2-1 voté. Bah, Je veux le Banana Split. Banana Split, ça a l'air cool. Ça a l'air très chouette. J'avoue que le Texas Hold'em Poker, moi c'est celui que je préfère, celui que je pratique. T'as jamais fait un Banana Split? J'ai pas Jamais. J'en ai mangé, mais j'en ai pas fait de Banana Split. Voilà, je pense qu'on a fini cette vidéo. Ah, et on enchaîne sur le focus sur Astérix et compagnie. Hello, coucou, Salut à bonjour, bienvenue dans ce focus sur Astérix et compagnie. C'est un jeu de François Rouzet et Jean-Marc Tribet. C'est édité par Matago et No Loading. C'est un jeu pour un temps estimé de 35 minutes. Oui. À 4, ça durera peut-être un petit peu plus, ça va dépendre des cas de figure. Oui. 2 à 4 joueurs, et à partir de 8 ans, on a un jeu ici avec des règles assez simples. Le but du jeu, obtenir des points sous forme de sesterces comme ceci. Si vous obtenez 50 sesterces, vous allez gagner la partie, donc c'est une course aux points. Comment est-ce que l'on joue à ce jeu? Eh bien avec des cartes qui représentent tout un tas de personnages des bandes dessinées d'Astérix, et on va se battre comme ceci pour des lieux qui sont interposés entre chaque joueur. Donc par exemple moi, si je suis de ce côté, je vais me battre à ma droite ici et à ma gauche ici, contre 2 autres joueurs. On aura toujours une zone sur laquelle on pourra jouer les personnages rouges, les Romains, une zone sur laquelle on pourra jouer les personnages bleus, les Gaulois, et puis il y a les personnages neutres, les violets, qui peuvent être joués d'un côté ou de l'autre. Ouais. On a des cartes en main, pardon, oui. Et quand c'est mon tour, bah, c'est très simple, j'ai le choix entre 3 options. La première option étant ce que vous allez faire la plupart du temps, jouer une carte sur un lieu et potentiellement faire son effet s'il y en a un. Donc, par exemple, si je joue Rose Épine ici, hop là, il y a une petite bulle jaune qui me donne l'effet, qui me dit que je dois prendre en main un personnage KO de cet album. Oui, on se bat pour des albums, parce qu'en fait, quand vous allez gagner un lieu avec la force cumulée de toutes vos cartes, vous allez arriver à 15 points, vous gagnerez le lieu. Hop là, vous allez le mettre devant vous, et en fait, ce sont des petites planches d'album comme ceci. Il sera remplacé par un nouveau lieu, et il y aura un effet immédiat sur ce nouveau lieu. Enfin, en général, il y a un effet immédiat, ou alors il y a des lieux qui ont des règles un petit peu spécifiques. Bref, ça, c'est l'action numéro 1. Jouer une carte là où j'ai le droit de la jouer pour augmenter ma valeur, essayer d'atteindre 15. En général, on va déclencher un petit effet, mais pas forcément. Deuxième option, on va pouvoir utiliser les bonus. Je te laisse expliquer rapidement les bonus. Ouais, alors les bonus, on a la potion magique qui va permettre de doubler la force d'un personnage. Donc en fait, un personnage qui est visible, je pose une potion magique dessus, hop, et sa force est multipliée par 2, ce qui est très très cool. Mais en général, les personnages puissants, comme Obélix, n'ont pas le droit à la potion magique, évidemment. Le poisson, qui est sans doute, je pense, le pouvoir le plus cool, qui permet de mettre KO le poisson pas frais. Alors, certains disent qu'il est frais. Le poisson pas frais, qui met KO immédiatement un personnage. C'est-à-dire que s'il y a un personnage qui est visible à un endroit, bah hop, je lui mets un poisson dans la face, il est KO, c'est-à-dire que sa valeur du coup compte pour 0. Et le sanglier, non pas le poulet, comme certains pourraient le dire. On a eu un poulet tout à l'heure qui a été joué, on n'a pas compris. Le sanglier qui lui permet donc soit du coup de rafraîchir quelqu'un, je ne connais plus exactement le terme, de revigorer
un personnage qui est KO, donc en fait vous virez le jeton KO, il est revigoré. C'est ça. Ou alors de réactiver le pouvoir. Chose qu'on n'a pas pensé à faire quand on a joué. On l'a pas trop fait parce que c'est vrai qu'effectivement quand on a quelqu'un qui a une force 5 qui est KO, on se dit Ouais. mon petit sanglier là, je vais peut-être quand même faire revigorer lui parce que c'est plus utile. Et en vrai, on aurait peut-être dû jouer avec les pouvoirs un peu plus avec le. Enfin, on aurait peut-être plus utilisé ça pour revigorer. Là, j'y pense. Pour faire les pouvoirs plutôt que pour revigorer. Il y a plein de cas de figure où peut-être ça aurait été intéressant de jouer les pouvoirs. Il y a donc des cartes de personnages avec des pouvoirs. Il va y avoir des cartes de personnages avec des conditions particulières. On vous dit, ok, vous pouvez jouer cette carte qui est super forte, comme par exemple de tête Cléopâtre, mais vous devez défausser 2 autres cartes. Ah ouais, du coup, il y a un dilemme. Oui, mais Cléopâtre, elle a 7 de force. Ouais. Donc si je lui mets une potion magique, elle monte à 14 et j'ai quasiment gagné mon lieu. Tout un tas de personnages qui sont hyper thématiques. Oui. On comprend pourquoi tel personnage peut faire appel à tel personnage pour l'aider. On comprend pourquoi, bien sûr, par exemple, Obélix ne peut pas prendre la potion magique, etc. etc. Il y a des effets de jeu qui permettent de carrément aller récupérer des cartes qui sont pas du tout sur un album que l'on convoite, mais pour essayer de rétablir un peu les forces. Ouais. Finalement, il s'est passé quoi? On a joué tout à l'heure. Alex était clairement la personne la plus dangereuse autour de la table. Tu avais une belle avance de points. Oui. Donc on s'est un petit peu allié contre Alex. J'en ai profité pour récupérer des points auprès d'Alice. On essaye un petit peu comme ça de faire en sorte qu'il y ait toujours un équilibre des forces, tout en tirant un petit peu la couverture à soi, évidemment. Là, je m'emballe complètement. On a expliqué la première action, qui est de jouer une carte. La deuxième action, qui est d'utiliser un jeton bonus et ça vous permet également de piocher une carte, c'est toujours bienvenu. Il y a une troisième action qui est de défausser autant de cartes que je veux de ma main et de repiocher 5 cartes, enfin, du moins de refaire ma main à 5 cartes, je vais y arriver. C'est pas une action qu'on fait souvent, c'est un peu l'action de la lose. Par contre, elle permet potentiellement de débloquer des situations. C'est vrai qu'on peut éviter de faire cette action souvent quand on joue des personnages qui permettent de piocher ou quand on utilise des bonus qui permettent également de piocher. Donc c'est vrai que, bon, mais il y a des fois on se retrouve un peu bloqué, notamment il y a un moment où du coup Alice avait choisi de mettre dans un sens qui ne m'avantageait pas du coup la carte, ce qui fait que je me retrouvais avec 2 côtés rouges et des fois juste j'ai pas une main assez adaptée et donc du coup il vaut mieux tout défausser et tout refaire pour pouvoir jouer en fait sur les différentes cartes. Voilà. Moi je me suis régalé parce que retrouver les personnages et les univers des bandes dessinées, aller essayer de collecter comme ça les couvertures des bandes dessinées préférées, même si en vrai évidemment la stratégie l'emporte, mais on se dira quand même le cadeau de César c'est vraiment une bonne BD. Tout à l'heure il y avait la Zizanie, je voulais absolument gagner la Zizanie, j'aime trop cette bande dessinée, les personnages qui sont vraiment hyper thématiques, ça c'est un régal, et puis les interactions autour de la table. Les premiers tours, on va être honnête, 2-3 premiers tours, c'est juste pour mettre le jeu en place, ça va être hyper plan-plan. Mais très rapidement, vous allez faire des petites alliances. Ah non, mais tu peux pas utiliser ce poisson sur moi. Regarde l'autre là, t'as vu, si jamais il joue une potion, ça permet de monter directement à 16, ça lui fait gagner le lieu. Il a déjà un lieu d'avance, tu peux pas faire ça. Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. Hop là, c'est bon, j'ai réussi à négocier quelque chose qui m'avance. Ça va être vraiment ce genre de dynamique qui est autour de la table. De la mauvaise foi, évidemment. Bien sûr. Et c'est bienvenu dans un jeu Astérix et Obélix. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un jeu Astérix et Obélix tout court. Oui, je crois qu'il y avait un Astérix qui était sorti, mais c'était c'était un Uno Astérix. On avait eu un jeu sur les armées de César, dont je n'ai plus le nom, il y a quoi? Oui, l'Empire de César. L'Empire de César, il y a 4-5 ans, qui était plutôt bien au demeurant. Rien depuis, on a toujours peur quand on voit un jeu à licence comme ça, on se dit bon, est-ce que c'est pas juste un jeu, ils vont surfer sur la licence? Là, pas du tout, on sent que ça a été fait avec amour, on sent que ça a été super bien adapté. Voilà, que dire de plus? Il nous tarde de vous le proposer chez Jeux des cartes Bordeaux. J'espère que ça vous donnera envie autant qu'à nous. D'ici là, on vous dit à bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux.